Allez, on ouvre une page un peu plus légère maintenant à J-4 des célébrations de Noël. Noël dont on croit tout savoir, le sapin, les cadeaux, le Père Noël. Et pourtant, derrière cette fête que l'on célèbre depuis 25 siècles, se cache une histoire bien plus trouble et parfois même inquiétante. Je vous propose justement de remonter le temps pour comprendre un peu mieux cette tradition avec un historien, Olivier Grenouillot, auteur de Noël, toute une histoire aux éditions du Cerf. Bonjour à vous. Alors pour la première question, je vous propose à vous, comme à tous ceux qui nous regardent, d'éloigner les enfants de la télé, question qui fâche, hein. Avec vous, Olivier Grenouillot, d'abord, comment est né le Père Noël? Oui, bonjour. Alors, le Père Noël moderne que l'on connaît aujourd'hui, c'est d'abord un Saint-Nicolas néerlandais qui arrive à New York vers 1800. Et ce Saint-Nicolas néerlandais, au départ, il ressemble à une sorte de petit elfe. Il fait quelques dizaines de centimètres de haut. Il porte une culotte bouffante et il fume la pipe. Il faut attendre à peu près ensuite la fin du 19e siècle, près de 70 ans, pour que ce Saint-Nicolas néerlandais devienne le Santa Claus que l'on connaît aujourd'hui, un Santa Claus que Coca-Cola reprend ensuite en 1931 avec la publicité que l'on connaît. Et ensuite, je dirais qu'à partir de 1950, ce Santa Claus américain arrive en Europe. Il n'est pas cependant, je dirais, un produit d'importation, car si ce Père Noël moderne s'implante si bien en Europe, c'est parce qu'il y avait déjà depuis des siècles en Europe d'autres personnifications finalement de Noël. En Angleterre, dès la fin du XVIIe siècle, il y a aussi dans les terres allemandes, à la fin du XVIIIe siècle, déjà un bonhomme Noël. Et dans le Larousse illustré français de 1904, on a déjà une entrée Père Noël qui correspond à notre Père Noël d'aujourd'hui. Alors, Donc vous voyez, c'est- là, c'est une création de plusieurs pays. oui, alors si on devait faire une chronologie par couleur du Père Noël, il était d'abord vert, si je comprends bien, avant de devenir rouge. Est-ce que vous pouvez nous récapituler tout ça? Oui, alors il a été vert avant de devenir rouge aux États-Unis, mais auparavant, le Saint-Nicolas que l'on connaît en Europe, qui dispense des cadeaux dès le XIVe siècle, il est souvent vêtu de pourpre, déjà, ce Saint-Nicolas européen. Hmm. Donc vous voyez, l'image de ce Père Noël Saint-Nicolas évolue dans le temps. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'avant qu'il incarne ce vieil homme qu'on a tous en tête, jovial, joufflu, ce Saint Nicolas, celui qui deviendra donc plus tard le Père Noël, il incarnait une figure pas forcément rassurante au début. Je dirais que, dans un premier temps, c'est à Rome, à partir au début de janvier, que l'on a pris l'habitude de donner des cadeaux aux enfants. Mais ce n'est pas encore Noël. Les cadeaux aux enfants, d'abord, ce sont les enfants qui les demandent de manière un peu turbulente au Moyen Âge et à l'époque moderne, en allant quêter de porte en porte, de manière un peu bruyante. Et puis, à partir du XIVe siècle, il y a des personnages surnaturels, comme Saint Nicolas, qui donnent des cadeaux aux enfants à condition qu'ils soient sages. Parce que Saint Nicolas est toujours associé à un double un peu inquiétant. Il porte des chaînes, il pousse des cris rauques. Et Saint Nicolas donne des cadeaux aux bons enfants et son double finalement malfaisant est là pour punir les enfants qui ne sont pas sages. Et c'est au XIXe siècle simplement que ce double inquiétant disparaît et que ne demeure plus que finalement que le joyeux et sympathique dispensateur de cadeaux pour tous les enfants. C'est une figure qui a aussi plusieurs incarnations selon les pays. En Italie, par exemple, le Père Noël, enfin Saint Nicolas, prenait la forme de ce qu'on appelle une Befana. C'est donc une femme Père Noël, une mère Noël, quoi. Oui, alors, une femme qui dispense des cadeaux, c'est pas tout à fait le Mère Noël, mais c'est vrai que l'abbé Fana est attesté dès le XVIe siècle. Et je parlais finalement du Saint-Nicolas qui est associé à un personnage un peu inquiétant. L'abbé Fana, c'est un seul et même personnage, mais avec deux visages. Puisque l'abbé Fana, c'est je dirais une fée gentille parce qu'elle donne des cadeaux, mais en même temps, elle a les traits d'une vieille dame et elle chevauche un balai comme les sorcières. Est-ce Donc vous qu'il voyez, on a soit deux personnages l'un bon et l'autre un peu inquiétant, soit un seul personnage, mais avec deux visages opposés. Voilà, toujours cette dualité, même chez la femme. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que derrière la nativité et sa crèche se cache aussi une histoire assez surprenante. Oui, alors c'est vrai que la crèche, le mot crèche au départ, au Moyen Âge, se rapproche finalement du mot mangeoire. Et on a par exemple une Bible de Chartres
vers 850-1900, où l'on voit l'enfant Jésus emmailloté, placé directement dans la mangeoire dans laquelle s'abreuvent l'âne et le bœuf. Voilà. Et notre crèche moderne ensuite, c'est une invention qui a mis des siècles à se constituer, mais c'est vrai que crèche et mangeoire sont au départ plus ou moins synonymes. Et Noël n'était pas forcément associé à la joie, donc. Si. Euh, pour un chrétien, le fait que Jésus paraisse être une nourriture n'est pas surprenant du tout, hein. Pour les chrétiens et pour les catholiques, Ou c'est peut-être plutôt différent pour pour un les enfant de protestants. passage, qui n'aurait pas droit au cadeau. Ah oui, mais là, c'est à partir de Saint-Nicolas et des autres. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours ce caractère double. Alors, parmi ceux qui détestent Noël, il y a le Grinch, un méchant personnage vert, cynique, hilarant, popularisé bien sûr au cinéma aux États-Unis. Et depuis plusieurs années, justement, certains aux États-Unis se parent de cet habit vert pour jouer quelques sales tours dans la rue. On vous raconte ces histoires farfelues avec Gaël Fonseca. C'est une arrestation musclée d'un Grinch. Dans cette ville texane, le célèbre méchant de Noël a été pris en flagrant délit de vol de présents sous le sapin. Pour le plus grand plaisir des enfants, un acte pris très au sérieux par les autorités locales. Nous devons sauver Noël. Il ne peut pas voler tous les cadeaux. Alors, tout le protocole de la garde à vue s'impose, mais le Grinch a tenu à rassurer ses soutiens depuis sa cellule. Hé shérif, t'as de la chance que je n'avais pas fait mes lacets. Tu penses m'avoir eu rapidement? N'ayez pas peur mes fidèles fans, je serai dehors plus vite que vous ne le pensez. Dehors, pour rejoindre tous les autres Grinch prêts à sévir dans de nombreux pays anglo-saxons. Depuis la sortie du film avec Jim Carrey, le personnage du grincheux imaginé par le Dr Seuss est un incontournable de la pop culture. Et tous les hivers, nombreux sont ceux à poster leur canular. Mais parfois, le Grinch passe du côté du bien, comme ici en Floride, où cet hiver, ce shérif à la retraite fait respecter le code de la route. Ralentissez, mais aussi nous voulons vous offrir un cadeau dans l'esprit de Noël. Vous savez, c'est la période des fêtes. Nous voulons que vous conduisiez prudemment, que vous ralentissiez dans les zones scolaires. Je ne savais rien des zones scolaires. J'étais en train de parler et je ne faisais pas attention. L'année dernière, c'était un policier Grinch qui agissait au Pérou, dans un tout autre registre, bien plus sérieux, l'arrestation d'un gang de 3 trafiquants de drogue dans le sud de Lima. Alors, Olivier Grenouillot, vous êtes toujours avec nous. Vous me parliez de Charles Dickens, hors antenne, qui a lancé l'idée de Noël comme d'une trêve aussi sociale. C'est toujours le cas aujourd'hui. On pense par exemple aux agriculteurs français qui n'ont pas vraiment le cœur à faire la fête. Oui, alors je voudrais faire un petit retour sur le Grinch, puisque le Grinch, ce personnage qui déteste Noël, mais qui se convertit finalement à l'esprit Noël dans le film de l'an 2000, c'est un petit peu ce que l'on trouve dans le chant de Noël de Charles Dickens de 1843. À l'époque, ce n'est pas le Grinch, mais c'est Scrooge, un vieil avare misanthrope qui déteste Noël et qui, à la fin, finalement, du compte, s'est converti à Noël. Alors, sinon, la trêve, oui. Je dirais qu'à partir du 19e siècle, en dehors de la fête chrétienne, Noël est associé à une trêve. Le 19e siècle, quand le Noël moderne apparaît, une période de forte tension, d'opposition entre le prolétariat qui apparaît, la bourgeoisie, un monde de forte tension donc, et Noël devient, avec Dickens et d'autres, un moment où on prend le temps de s'arrêter et de communier avec les siens, avec les proches, en famille. Et social demeure. Allez-y, je vous en prie. Non, et justement, la question qui se pose avec les agriculteurs illustre à nouveau cette idée que Noël est et devrait être une trêve, un moment de répit. Et voilà, et on verra si on y parviendra en France. Enfin, pour terminer, Olivier Grenouillot, qu'est-ce que l'histoire nous dit sur l'ouverture des cadeaux? Il y a ceux qui ouvrent les cadeaux le 24 au soir, ceux qui l'ouvrent le 25 au matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dès le Moyen-Âge, dès le XIVe siècle au moins, et finalement, il y a 3 messes le jour de Noël. Et c'est la troisième, celle de minuit, qui est la plus importante. Quant à l'ouverture des cadeaux, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, puisque pendant très très longtemps, les cadeaux n'étaient pas emballés ou pas vraiment. C'est au XIXe siècle qu'on commence à trouver des emballages de plus en plus sophistiqués pour les cadeaux. Et c'est à partir du XIXe qu'apparaît donc un rite nouveau, celui du déballage des cadeaux sous le sapin. Donc, si on veut respecter la tradition, c'est plutôt le 24 à minuit,
Le 24 au soir. C'est plutôt le 24 au soir, mais chacun fait comme il entend en fonction de, de l'état d'esprit des enfants et de la famille. Bien sûr, merci beaucoup Olivier Grenouillot, auteur de Noël, toute une histoire aux éditions du Cerf. Merci pour votre éclairage historique et puis je vous souhaite un très joyeux Noël.